Pourtant, il semble étrange qu'en attribuant tous les biens à l'homme heureux, on ne lui assigne pas des amis, dont la possession est considérée d'ordinaire comme le plus grand des biens extérieurs. De plus, si le propre d'un ami est plutôt de faire du bien que d'en recevoir, et le propre de l'homme de bien et de la vertu de répandre des bienfaits, et si enfin il vaut mieux faire du bien à des amis qu'à des étrangers, l'homme vertueux aura besoin d'amis qui recevront de lui des témoignages de sa bienfaisance. Et c'est pour cette raison qu'on se pose encore la question de savoir si le besoin d'amis se fait sentir davantage dans la prospérité ou dans l'adversité, attendu que si le malheureux a besoin de gens qui lui rendront des services, les hommes dont le sort est heureux ont besoin eux-mêmes de gens auxquels ils s'adresseront leurs bienfaits. Et sans doute est-il étrange aussi de faire de l'homme parfaitement heureux un solitaire. Personne en effet ne choisirait de posséder tous les biens de ce monde pour en jouir seul, car l'homme est un être politique et naturellement fait pour vivre en société. Par suite, même à l'homme heureux, cette caractéristique appartient, puisqu'il est en possession des avantages qui sont bons par nature. Et il est évidemment préférable de passer son temps avec des amis et des hommes de bien qu'avec des étrangers ou des compagnons de hasard. Il faut donc à l'homme heureux des amis. Que veulent donc dire les partisans de la première opinion? Et sous quel angle sont-ils dans la vérité? Ne serait-ce pas que la plupart des hommes considèrent comme des amis les gens qui sont seulement utiles? Certes, l'homme parfaitement heureux n'aura nullement besoin d'amis de cette dernière sorte, puisqu'il possède déjà tous les biens. Par suite, il n'aura pas besoin non plus ou très peu des amis qu'on recherche pour le plaisir, sa vie étant en soi agréable. Il n'a besoin en rien d'un plaisir apporté du dehors. Et comme il n'a besoin d'aucune de ces deux sortes d'amis, on pense d'ordinaire qu'il n'a pas besoin d'amis du tout. Mais c'est là une vue qui n'est sans doute pas exacte. Au début, en effet, nous avons dit que le bonheur est une certaine activité. Et l'activité est évidemment un devenir et non une chose qui existe une fois pour toutes comme quelque chose qu'on a en sa possession. Or, si le bonheur consiste dans la vie et dans l'activité, et si l'activité de l'homme de bien est vertueuse et agréable en elle-même, ainsi que nous l'avons dit en commençant, si d'autre part le fait qu'une chose est proprement nôtre est au nombre des attributs qui nous la rendent agréable. Si enfin nous pouvons contempler ceux qui nous entourent mieux que nous-mêmes et leurs actions mieux que les nôtres, et si les actions des hommes vertueux qui sont leurs amis sont agréables aux gens de bien, puisque ces actions possèdent ces deux attributs qui sont agréables par leur nature. Dans ces conditions, l'homme parfaitement heureux aura besoin d'amis de ce genre, puisque ses préférences vont à contempler des actions vertueuses et qui lui sont propres, deux qualités que revêtent précisément les actions de l'homme de bien qui est son ami. En outre, on pense que l'homme heureux doit mener une vie agréable. Or, pour un homme solitaire, la vie est lourde à porter, car il n'est pas facile, laissé à soi-même, d'exercer continuellement une activité, tandis qu'en compagnie d'autrui et en rapport avec d'autres, c'est une chose plus aisée. Ainsi donc, l'activité de l'homme heureux sera plus continue exercée avec d'autres, activité qui est au surplus agréable par soi. Et ce sont là les caractères qu'elle doit revêtir chez l'homme parfaitement heureux. Car l'homme vertueux, en tant que vertueux, se réjouit des actions conformes à la vertu et s'afflige de celles dont le vice est la source. Pareil en cela aux musiciens qui ressentent du plaisir aux airs agréables et qui souffrent à écouter de la mauvaise musique. Ajoutons qu'un certain entraînement de la vertu peut résulter de la vie en commun avec les honnêtes gens, suivant la remarque de Théonice. En outre, à examiner de plus près la nature même des choses, il apparaît que l'ami vertueux est naturellement désirable pour l'homme vertueux. La perception et la pensée sont bonnes et agréables pour l'homme de bien. Car ce qui est bon par nature, nous l'avons dit, est pour l'homme vertueux bon et agréable en soi. Or, la vie se définit dans le cas des animaux par une capacité de sensation, et chez l'homme par une capacité de sensation ou de pensée. Mais la capacité se conçoit par référence à l'acte, et l'élément principal réside dans l'acte. Il apparaît par suite que la vie humaine consiste principalement dans l'acte de sentir ou de penser, mais la vie fait partie des choses bonnes et agréables en elle-même, puisqu'elle est quelque chose de déterminé, et que le déterminé relève de la nature du bien. Et ce qui est bon par nature l'est aussi pour l'homme de bien, et c'est pourquoi la vie apparaît agréable à tous les hommes. Mais nous ne devons pas entendre par là une vie dépravée et corrompue, ni une vie qui s'écoule dans la peine, car une telle vie est indéterminée, comme le sont ses attributs. Dans la suite de ce travail, cette question de la peine deviendra plus claire. Mais si la vie elle-même est une chose bonne et agréable, comme elle semble bien l'être, à en juger par l'attrait qu'elle inspire à tout homme et particulièrement aux hommes vertueux, et parfaitement heureux, car à ceux-ci la vie est désirable au suprême degré, et leur existence est la plus parfaitement heureuse. Et si celui qui voit a conscience qu'il voit, celui qui entend conscience qu'il entend, celui qui marche qu'il marche, et si pareillement pour les autres formes d'activité, il y a quelque chose qui a conscience que nous sommes actifs,
de sorte que nous aurions conscience que nous percevons et que nous penserions que nous pensons. Et si avoir conscience que nous percevons, nous pensons, et avoir conscience que nous existons, puisqu'exister, avons-nous dit, est percevoir ou penser, et si avoir conscience qu'on vit est au nombre des plaisirs agréables par soi, car la vie est quelque chose de bon par nature, et avoir conscience qu'on possède en soi-même ce qui est bon est une chose agréable. Et si la vie est désirable surtout pour les bons, parce que l'existence est une chose bonne pour eux, et une chose agréable, car la conscience, ils ont de posséder en eux ce qui est bon par soi, est pour eux un sujet de joie. Et si l'homme vertueux est envers son ami comme il est envers lui-même, son ami étant un autre lui-même, dans ces conditions, de même que pour chacun de nous, sa propre existence est une chose désirable. De même, est désirable pour lui au même degré ou à peu de choses près, l'existence de son ami. Mais nous avons dit que ce qui rend son existence désirable, c'est la conscience qu'il a de sa propre bonté, et une telle conscience est agréable par elle-même. Il a besoin par conséquent de participer aussi à la conscience qu'a son ami de sa propre existence, ce qui ne saurait se réaliser qu'en vivant avec lui et en mettant en commun discussion et pensée. Car c'est en ce sens-là, semblera-t-il, qu'on doit parler de vie en société quand il s'agit des hommes, et il n'en est pas pour eux comme pour les bestiaux, où elles constituent seulement à paître dans le même lieu. Si donc pour l'homme parfaitement heureux l'existence est une chose désirable en soi, puisqu'elle est par nature bonne et agréable, et si l'existence de son ami est aussi presque autant désirable pour lui, il s'ensuit que l'ami sera au nombre des choses désirables. Mais ce qui est désirable pour lui, il faut bien qu'il ait en sa possession, sinon sur ce point particulier il souffrira d'un manque. Nous concluons que l'homme heureux aura besoin d'amis vertueux. S'agit-il d'amis qu'on recherche pour leur utilité, ce propos paraîtra certainement applicable, car s'acquitter de services rendus envers un grand nombre de gens est une lourde charge, et la vie n'est pas suffisante pour l'accomplir. L'amitié, comme union des pensées et des sentiments nobles, est bon, et ainsi une condition nécessaire de l'autarkeia et du bonheur. Sans elle, l'homme heureux manque de quelque chose d'intrinsèquement désirable. Par suite, les amis dont le monde excède les besoins normaux de notre propre existence sont superflus et constituent un obstacle à la vie heureuse. On n'a donc nullement besoin d'eux. Quant aux amis qu'on recherche pour le plaisir, un petit nombre doit suffire. Comme dans la nourriture, il faut peu d'assaisonnement. Mais en ce qui concerne les amis vertueux, doit-on en avoir le plus grand nombre possible, ou bien existe-t-il aussi une limite au nombre des amis, comme il y en a une pour la population d'une cité? Il y a une limite à observer dans le nombre des habitants d'une cité. Si elle est dépassée, il n'y a plus polis, mais ethnos. C'est par exemple le cas de Babylone. Si 10 hommes en effet ne sauraient constituer une cité, 100 000 hommes ne sauraient non plus en former encore une. Mais la quantité à observer n'est sans doute pas un nombre nettement déterminé, mais un nombre quelconque, compris entre certaines limites. Ainsi, le nombre des amis est-il également déterminé? Sans doute doit-il tout au plus atteindre le nombre de personnes avec lesquelles une vie en commun soit encore possible, car nous l'avons dit, la vie en commun est d'ordinaire regardée comme ce qui caractérise le mieux l'amitié. Or, qu'il ne soit pas possible de mener une vie commune avec un grand nombre de personnes et de se partager soi-même entre toutes, c'est là une chose qui n'est pas douteuse. De plus, il faut encore que nos amis soient amis les uns des autres, s'ils doivent tous passer leurs jours en compagnie les uns des autres. Or, c'est là une condition laborieuse à remplir pour des amis nombreux. On arrive difficilement aussi à compatir intimement aux joies et aux douleurs d'un grand nombre, car on sera vraisemblablement amené dans un même moment à se réjouir avec l'un et à s'affliger avec un autre. Peut-être par conséquent est-il bon de ne pas chercher à avoir le plus grand nombre d'amis possible, mais seulement une quantité suffisante pour la vie en commun, car il apparaîtra qu'il n'est pas possible d'entretenir une amitié solide avec beaucoup de gens. Telle est précisément la raison pour laquelle l'amour sensuel ne peut pas non plus avoir plusieurs personnes pour objet. L'amour, en effet, n'est pas loin d'être une sorte d'exagération d'amitié, sentiment qui ne s'adresse qu'à un seul. Par suite, l'amitié solide ne s'adresse aussi qu'à un petit nombre. Ce que nous disons semble également confirmé par les faits. Ainsi, l'amitié entre camarades ne rassemble qu'un petit nombre d'amis, et les amitiés célébrées par les poètes ne se produisent qu'entre deux amis. Ceux qui ont beaucoup d'amis et se lient intimement avec tout le monde passent pour n'être réellement amis de personne, excepté quand il s'agit du lien qui unit entre eux des concitoyens, et on leur donne aussi l'épithète de complaisants. Sur l'aréskos, qui est celui qui cherche à faire plaisir à tout le monde,
Pour l'amitié entre concitoyens, il est assurément possible d'être lié avec un grand nombre d'entre eux sans être pour autant complaisant et en restant un véritable homme de bien. Toujours est-il qu'on ne peut pas avoir pour une multitude de gens cette sorte d'amitié basée sur la vertu et sur la considération de la personne elle-même. Et il faut même se montrer satisfait quand on a découvert un petit nombre d'amis de ce genre. 11. Le besoin d'amis dans la prospérité et dans l'adversité. Est-ce dans la prospérité que nous avons davantage besoin d'amis ou dans l'adversité? Dans un cas comme dans l'autre, en effet, on est à leur recherche. On est à leur recherche. D'une part, les hommes défavorisés par le sort ont besoin d'assistance, et d'autre part, ceux à qui la fortune sourit ont besoin de compagnons, et de gens auxquels ils feront du bien, puisqu'ils souhaitent pratiquer la bienfaisance. L'amitié, par suite, est une chose plus nécessaire dans la mauvaise fortune, et c'est pourquoi on a besoin d'amis utiles dans cette circonstance. Mais l'amitié est une chose plus belle dans la prospérité, et c'est pourquoi alors on recherche aussi les gens de bien, puisqu'il est préférable de pratiquer la bienfaisance envers eux et de vivre en leur compagnie. En effet, Aristote va prouver la nécessité des amis d'abord dans la mauvaise fortune, puis dans la prospérité. La présence même des amis est agréable à la fois dans la bonne et la mauvaise fortune, car les personnes affligées éprouvent du soulagement quand leurs amis compatissent à leurs souffrances. Et de là vient qu'on peut se demander si ces amis ne reçoivent pas en quelque sorte une part de notre fardeau, ou si, sans qu'il n'y ait rien de tel, leur seule présence par le plaisir qu'elle nous cause et la pensée qu'ils compatissent à nos souffrances n'ont pas pour effet de rendre notre peine moins vive, que ce soit pour ces raisons ou pour quelque autre qu'on éprouve du soulagement. Laissons cela. De toute façon, l'expérience montre que ce que nous venons de dire a réellement lieu, mais la présence d'amis semble bien procurer un plaisir qui n'est pas sans mélange. La simple vue de nos amis est, il est vrai, une chose agréable, surtout quand on se trouve dans l'infortune et devient une sorte de secours contre l'affliction, car un ami est propre à nous consoler à la fois par sa vue et ses paroles. Si c'est un homme de tact, car il connaît notre caractère et les choses qui nous causent du plaisir ou de la peine. Mais de notre côté, s'apercevoir que l'ami ressent lui-même de l'affliction de notre propre infortune est quelque chose de pénible, car tout le monde évite d'être une cause de peine pour ses amis. C'est pourquoi les natures viriles se gardent bien d'associer leurs amis à leur propre peine, et à moins d'être d'une insensibilité portée à l'excès, un homme de cette trempe ne supporte pas la peine que sa propre peine fait naître chez ses amis. Et en général, il n'admet pas que d'autres se lamentent avec lui, pour la raison qu'il n'est pas lui-même enclin aux lamentations. Des femmelettes, au contraire, et les hommes qui leur ressemblent, se plaisent avec ceux qui s'associent à leurs gémissements, et les aiment comme des amis et des compagnons de souffrance. Mais en tout cela, nous devons évidemment prendre pour modèle l'homme de nature plus virile. De l'autre côté, nécessité des amis dans la prospérité. La présence des amis dans la prospérité non seulement est une agréable façon de passer le temps, mais encore nous donne la pensée qu'ils se réjouissent de tout de ce qui nous arrive personnellement de bon. C'est pourquoi il peut sembler que notre devoir est de convier nos amis à partager notre heureux sort, puisqu'il est noble de vouloir faire du bien, et dans la mauvaise fortune, au contraire, d'hésiter à faire appel à eux, puisqu'on doit associer les autres le moins possible à nos maux, d'où l'expression « c'est assez de ma propre infortune ». Mais là où il nous faut principalement appeler à l'aide nos amis, c'est lorsqu'au prix d'un léger désagrément pour eux-mêmes, ils sont en situation de nous rendre de grands services. Inversement, il convient sans doute que nous allions au secours de nos amis malheureux sans attendre d'y être appelés, et de tout cœur, car c'est le propre d'un ami de faire du bien, et c'est surtout à ceux qui sont dans le besoin et sans qu'ils l'aient demandé. Pour les deux parties, l'assistance aussi rendue est plus conforme au bien et plus agréable. Mais quand ils sont dans la prospérité, tout en leur apportant notre coopération avec empressement, car même pour cela ils ont besoin d'amis, nous ne mettrons aucune hâte à recevoir leurs bons offices, car il est peu honorable de montrer trop d'ardeur à se faire assister. Mais sans doute faut-il éviter une apparence même de grossièreté en repoussant leurs avances, chose qui arrive parfois. La présence d'amis apparaît donc désirable en toutes circonstances. 12. La vie commune dans l'amitié. Ne doit-on pas le dire? De même que pour les amoureux, la vie de l'aimer est ce qui les réjouit par-dessus tout, et qu'ils préfèrent le sens de la vue à tous les autres, dans la pensée que c'est de lui que dépendent principalement l'existence et la naissance de leur amour. Pareillement aussi pour les amis, la vie en commun n'est-elle pas ce qu'il y a de plus désirable? L'amitié, en effet, est une communauté, et ce qu'un homme est à soi-même, ainsi l'est-il pour son ami. Or, en ce qui le concerne personnellement, la conscience de son existence est désirable, et dès lors, l'est aussi la conscience de l'existence de son ami. Mais cette conscience s'actualise dans la vie en commun, de sorte que c'est avec raison que les amis aspirent à cette vie commune. En outre,
Tout ce que l'existence peut représenter pour une classe déterminée d'individus, tout ce qui rend la vie désirable pour eux, c'est à cela qu'ils souhaitent passer leur vie avec leurs amis. De là vient que les uns se réunissent pour boire, d'autres pour jouer au dé, d'autres encore pour s'exercer à la gymnastique, chasser, étudier la philosophie, tous dans chaque regroupement se livrant ensemble à longueur de journée au genre d'activité qui leur plaît au-dessus de toutes les autres occupations de la vie. Souhaitant en effet vivre avec leurs amis, ils s'adonnent et participent de concert à ces activités qui leur procurent le sentiment d'une vie en commun. Quoi qu'il en soit, l'amitié qui unit les gens pervers est mauvaise, car en raison de leur instabilité, ils se livrent en commun à des activités coupables, et en outre deviennent méchants, se rendant semblables les uns aux autres, tandis que l'amitié entre les gens de bien est bonne et s'accroît par leur liaison même, et ils semblent aussi devenir meilleurs en agissant et en se corrigeant mutuellement, car ils s'impriment réciproquement les qualités où ils se complaisent, d'où le proverbe « des gens de bien viennent les bonnes leçons ».